Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 3e épisode de la 7e saison de Cold Facts. La semaine passée, on a fait qu'est-ce qui est le plus probable avec les 3 premiers clubs romans dans l'ordre alphabétique, Ajoie, Bienne et Fribourg. Et bien cette semaine, c'est la suite, les 2 derniers, les 2 clubs lémaniques, Genève et Lausanne. Pour parler de Genève, on a Nicolas Puchat de 1905.ch. Et pour parler du Lausanne Hockey Club, on aura Alessia Meroula de LFM. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va très bien et toi ? Mais écoute, on arrive au mois de septembre, enfin. Les températures baissent un peu, enfin. Donc on est vraiment bien. Nouvel épisode de présentation. Après avoir fait la semaine dernière Ajoie, Bienne et Fribourg, maintenant on passe au 4e club roman, les Sharks du Léman. T'as déjà fait cette blague à la conférence de presse. Oui, mais il n'y a pas tous nos auditeurs à la conférence de presse du LHC, donc je fais comme je peux. Alors pour parler des Sharks du Léman, on a Nicolas Puchat, ça va ? Ouais, ça va bien et vous ? Alors si tu commences comme ça ira un peu moins bien, mais pour l'instant ça va. Non, on va redevenir sérieux 2 secondes. Nicolas Puchat, tu es le fondateur du podcast, on va dire, pour rester dans l'univers des podcasts d'abord, mais on reviendra plus largement après sur ton travail. 1905.ch. J'ai cru voir sur tes réseaux sociaux que vous reveniez tout soudain, c'est juste ? Ouais, on a enregistré le premier épisode de la saison 5 hier, donc il sera publié demain. Donc on est de retour nous aussi. Magnifique, bienvenue. J'espère que tu nous as gardé 2-3 choses quand même pour Cold Facts. Écoute, on va essayer de pas répéter exactement ce qu'on a dit hier, ouais. Très bien. Et puis sinon, durant la saison, on peut t'écouter commenter les matchs sur Radio Lac. Ce sera toujours le cas cette saison ? Ça sera toujours le cas cette saison, ouais, avec Step Télé et comme d'habitude tous les matchs en direct sur Radio Lac. Bon, parfait. Les fans de Genève Servette connaissent probablement ta voix depuis le temps. Ouais, il y a des chances, ouais, il y a des chances. Avant de commencer sur les petites questions que j'ai évidemment préparées pour cet épisode, je voulais simplement voir c'est quoi l'état d'esprit on va dire, au bout du lac avant cette saison. Parce que finalement, l'année dernière, on a une saison qui se termine par un titre européen. Ça arrive quand même pas toutes les années pour les clubs suisses, vraiment pas d'ailleurs. Puis en même temps, c'est une saison qui se termine avant le début des playoffs, donc c'est quand même une assez grosse déception. Toi, tu l'as vécu comment globalement cette saison ? Alors le premier sentiment, je dirais, c'est enfin on reparle de hockey, enfin on va revoir du hockey. Alors pas à Genève tout de suite à cause des travaux au Vernet, mais enfin le hockey redevient un sujet de discussion à Genève. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. Et puis par rapport à la saison passée, je pense qu'on est beaucoup on a été déçus le soir de l'élimination à Bienne, évidemment. Quand on soutient une équipe, on est forcément déçu. Mais je pense qu'il y avait d'un autre côté, c'est très paradoxal, presque un sentiment de soulagement que ça s'arrête au bout d'un moment. La saison passée, elle a été compliquée en championnat. La redescente suite au titre de 2023 a été compliquée à gérer aussi pour tout le monde. Et j'ai l'impression qu'à Genève, on était déçus, mais la déception, elle n'a pas duré très très longtemps finalement. Et la pause a fait du bien à tout le monde. Et là, je pense tout le monde a un fort esprit de revanche et c'est pour ça que moi, je suis plutôt positif pour l'instant en tout cas. À t'écouter, j'ai l'impression que cette déception de l'élimination en play-in, cette relative déception, elle est peut-être liée au fait qu'on avait un peu l'impression, pas que ça allait nulle part, mais une fois que tu as gagné le titre, aller en play-off ou se dire on peut peut-être passer un tour, ça devient presque anecdotique. On en parlera après avec le Lausanne HC qui allait en finale, puis que de temps en temps, il faut aussi un petit peu redescendre les attentes quand on va trop haut. Est-ce que justement cette saison-là, dans ce sens-là, elle peut avoir fait du bien à tout le monde ? Et je parle pas forcément que dans le club, mais aussi autour du club. Ouais, mais je pense, oui. Puis bon, faut pas oublier que l'année passée, tu l'as dit, il y a eu la CHL qui a pris beaucoup d'énergie. Et l'année passée, on a pu toute la saison dire ok, en championnat ça va pas très bien, mais il y a la CHL et l'objectif du club annoncé, c'est d'être le premier club suisse à gagner la Ligue des Champions, en tout cas dans ce format-là. Donc, on a toute la saison pu se reposer un petit peu là-dessus. Et puis, en parallèle, ça a effectivement fait descendre un tout petit peu les attentes en championnat parce qu'on a bien vu dès le début que la défense du titre, ça allait être vite compromis. Et puis, le gros avantage, c'est que cette saison, il y aura plus de défense du titre. Donc, les joueurs seront pas constamment interpellés sur le fait que c'est l'équipe qui est championne en titre. C'est pas normal qu'on soit 10e du championnat. Donc, peut-être que cette saison a fait du bien, on le verra avec le recul, mais effectivement, c'est peut-être pas plus mal d'être redescendu un tout petit peu sur terre et au niveau des émotions aussi. Hier, la conférence de presse de Genève, qui était avant celle de Lausanne,
Philippe Bechler, le président, lui, il vise carrément pas loin du doublé, quoi. Je crois le triplé avec la Stanley aussi, je suis pas sûr, mais il a essayé, il en a parlé, il me semble. Et puis, Yann Cadieux, le club est là à dire top 4, quoi. Et au vu du contingent, au vu de... en gros, ok, il manque Rod, mais sinon, les arrivées avec Luka Ischier, avec Spacek et avec Granlund, je trouve que c'est totalement... c'est pas arrogant de dire top 4, quoi. Non, moi je pense pas non plus. En fait, ça fait des années que je dis que j'en ai marre de ces conférences de presse où on dit oui, alors on vise peut-être les playoffs et puis après c'est une nouvelle saison. Non, au bout d'un moment, il n'y a pas d'arrogance à annoncer ses ambitions. De toute façon, je pense que quand on a un effectif tel que celui du GSHC cette saison, c'est compliqué de se cacher. Ça fait 2-3 ans que l'objectif du club est d'aller au titre. Ça a été réussi une fois. Je pense qu'il y a encore une fenêtre pour aller en chercher un dans les 2 à 3 prochaines saisons. Et il n'y a pas d'arrogance à le dire. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Peut-être qu'au-delà de Versoix, c'est vu comme de l'arrogance, mais moi, je considère que c'est juste un club qui est ambitieux, qui a pris goût à la victoire, puis qui a juste pas envie que ça s'arrête. Bon, au-delà de Versoix, de toute façon, tout ce que disent les Genevois, c'est pris comme de l'arrogance. T'es habitué, non? Absolument, tout à fait. Et je crois qu'on le revendiquait assez, c'est pas un souci. Ouais, t'étais présent toi à la conférence de presse ou tu l'as lu comme nous d'ailleurs, on n'était pas présents non plus? Non, j'étais pas présent. Seb Keller était sur place et il a pu discuter un petit peu. Moi, j'étais pas présent, donc j'ai eu que les échos qui sont parus dans la presse aujourd'hui. Ouais, mais pareil pour des soucis organisationnels, vu que et Genève et Lausanne, et c'est pour ça que j'ai fait la blague aux Lausannois en disant mais quand vous serez les Sharks du Léman, ce sera beaucoup plus simple de faire une seule conférence de presse pour les deux à Nyon. La blague a pas pris auprès du nouveau président, mais c'est pas grave. Je la referai une fois encore. Je suis sûr qu'à force, c'est le comique de répétition, ça va fonctionner. Après ces premières considérations un peu globales, j'ai préparé 2-3 petites choses pour cet épisode. Mais vu qu'on vient de parler de Ligue des Champions, qu'est-ce qui est plus probable? Genève Servette qui rate les playoffs, ou Genève Servette qui est éliminé au premier tour de CHL, donc dès la phase pas de poule, parce que c'est plus des poules, de la phase à venir. Je dirais quand même que le GSHC soit éliminé de la CHL rapidement. Je pense pas que ça soit le cas. Après, je vais pas dire que je connais extrêmement bien les adversaires contre lesquels on va jouer prochainement. Mais il y a peut-être aussi un côté, même, alors ok, le président a dit qu'on voulait faire le doublé, qu'on voulait défendre le titre. Est-ce que vraiment dans les faits ça va se matérialiser? Je ne sais pas. Par contre, j'ai la conviction que le club veut vraiment maintenant dire ok, l'année passée en championnat on s'est raté, donc rater les playoffs une deuxième fois, je pense pas. Donc je pense que s'il y en a un des deux qui est plus probable, c'est plutôt l'élimination pas très glorieuse au premier tour de la Ligue des Champions. Ouais, j'ai la même parce que de tout ce que je crois comprendre, la Ligue des Champions, c'est un nice to have, contrairement à l'année passée où ça avait été mis en avant comme étant un objectif clair du club et ils ont tenu parole. Parce que souvent on entend avant la saison, ouais, on va jouer sérieusement avec des champions. Puis après, tu vois qu'il y a 6 juniors dans la première ligne. Tu dis, ouais, bon, foutez de nous, les gars. Donc c'est compliqué au début de saison de dire, ah ouais, non, la Ligue des Champions, on va aller jouer à moitié. De toute façon, quand tu es tenant du titre d'une compétition, tu es obligé de dire que tu vas te battre pour défendre ton titre. Je suis entièrement Maintenant, est-ce que vraiment le club va tout faire pour aller au bout? J'en ai pas la conviction, disons. Non, absolument. Et les adversaires sont Bremerhaven de DEL, les Pélicans de Lahti en Finlande, Strohamar en Norvège, Tampere, nouveau club finlandais, Klagenfurt, les Autrichiens et Fehervar, les Hongrois. Les premiers matchs, il y a 4 matchs, le 6, 8, 12 et 14 septembre, c'est bien, ça fait de la préparation, c'est la fin de la préparation, c'est aussi souvent à ça que sert cette Ligue des Champions. Moi, je suis du même avis, je pense que le Genève Servette ne va pas tout faire pour défendre son titre de Ligue des Champions, et Genève mène beaucoup plus d'énergie. Disons, si sur une semaine, il faut choisir un moment où on met peut-être une personne au repos, où on prend les matchs, un sportif va jamais prendre un match à la légère. Jamais. Par contre, on va faire en sorte qu'il soit dans de meilleures conditions. On va peut-être mettre des blocs d'entraînement différents à certains moments, etc. Et je pense que s'il faut réfléchir à certains pics de forme, la date de la demi-finale ou de la finale de la Ligue des Champions ne sera pas encerclée comme étant un pic de forme potentiel. Au contraire des playoffs où justement Genève va être attendu et va vouloir être attendu. Donc je pense vraiment que Genève ne ratera pas les playoffs. Donc entre les deux, c'est pour ça que je prends également l'autre. Ouais, moi je pense que je suis de votre avis aussi. Il n'y a pas de raison pour Genève. Le championnat, en plus, il y a le fait d'être délocalisé des Vernets pendant les 8 premiers matchs et les matchs de cette Champions League.
Donc, il faut pas perdre d'énergie, et c'est trop important. Surtout qu'après, il y aura plein de matchs au Vernet. Il y aura peut-être des semaines où il y aura 3 matchs au Vernet. C'est bien pour les joueurs parce que t'as pas besoin de trop te déplacer, mais je suis pas sûr que ce soit bien pour les spectateurs qui doivent aller 3 fois de suite. Des fois, tu te dis, quand tu dois dire à ta famille, bon, je vais encore au Vernet, ils disent, encore. Tu commences à me casser les pieds avec ton hockey. Voilà, j'en ai rien à foutre de ton faute, c'est simple. Nicolas, question, c'est pas la question numéro 2, c'est juste une question autre. C'est ses premiers matchs à l'extérieur où Genève commence quasi tout le temps sur la route. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Récemment c'est déjà arrivé. Tu vois ça comment? Comme un moyen de se dire attention, il y a 7 matchs, on peut pas se permettre de faire 0-7 et donc presque d'avoir un meilleur bilan en points par match que si tu rends ces matchs, on va dire, isolés dans le calendrier entre des matchs à domicile, ou est-ce que c'est plutôt un piège? Toi, tu le vois de quel sens? Je te dirais ça dans 8 matchs, parce que c'est toujours pareil. Si tu fais 8 matchs, 17 points, tout le monde va dire que c'était génial. Si tu fais 8 matchs, 5 points, tout le monde va dire ouais, mais c'est parce que le début de saison était trop compliqué. Ça peut aller très vite dans les deux sens, j'ai envie de dire. Alors c'est une réponse de Normand, je m'en rends bien compte, hein, mais j'arrive pas à savoir si c'est bien ou enfin s'il faut le voir de manière positive ou négative. Moi, je me raccroche au fait que la saison 2009-2010 avait commencé de la même manière pour Genève Servette. Les 6 ou 7 premiers matchs avaient été joués à l'extérieur aussi parce que les Vernets étaient en phase de rénovation. C'était quand les tribunes derrière les buts avaient été refaites. Et cette année-là, Genève Servette était allé en finale. Donc je me dis que j'essaie d'y voir un signe. Mais ce qui est sûr, c'est que commencer ta saison à Lausanne, à Davos, à Zurich, lors des 3 premiers matchs, donc on va tout de suite voir de quoi cette équipe est faite. Ouais, ça fait rigolo, ça fait rire de dire rénovation et Vernet dans la même phrase. Je suis désolé, au-delà de la Versoix, là, on est obligé quand même de rigoler. Tu m'en veux pas? Ouais, mais je vous laisse rigoler, mais au-delà de la Versoix, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de titres de champion, donc du coup, chacun rigole de ce qu'il veut, quoi. Ceci mis à part, qu'est-ce qui est le plus probable? Artikainen, meilleur buteur, ou Spacek, meilleur buteur? Contexte, Artikainen, il a joué 2 saisons à Genève Servette avec 36 buts en 2 saisons. Là, tu dis, près de 20 par saison, c'est 28 et 8. Spacek était le meilleur buteur d'Ambry la saison dernière avec 17 buts. Si je commence, moi je dirais Artikainen. Si je me rappelle la saison passée, à un moment tu nous as dit les stats ce qu'il aurait dû marquer. Un but escompté et but réel. Et on était aux alentours de, je dirais, 17 ou quelque chose comme ça. Donc il aurait dû en avoir 11 de plus. Donc, avec Granlund, avec Maninen, éventuellement même avec Spacek de temps en temps, je me dis qu'Artikainen, ce coup-ci, il est en mission pour retrouver son niveau d'Artikainen saison 1. Et toi, Nicolas? Ouais, moi je suis assez d'accord. On en a parlé dans le podcast 1905, donc pour ceux qui l'écouteront, il y aura peut-être un peu de redite, mais je pense qu'Artikainen, on va retrouver l'Artikainen, on va voir tout ce qu'on a vu de bien la première saison et ce qu'on a vu de très bien aussi la deuxième saison, et puis on va voir tout ça cette saison, à mon avis. Je pense on parlait de sentiment de revanche. Je pense que lui, il en a un gros. Il sait très bien que la saison passée, il n'a pas livré la marchandise. Il a marqué durant tous les matchs amicaux. Il a joué tous les matchs amicaux, ce qui est pour lui assez exceptionnel, en tout cas depuis qu'il est à Genève. Je le vois. Allez, j'ai même envie de dire, mais tiens, vu qu'on parlait d'arrogance, je le vois. Comme ça, je continuerai à forger notre réputation. Je dirais même pourquoi pas meilleur buteur de la ligue. Complètement, directement. Alors, peut-être qu'on rigolera peut-être de ce que je viens de dire dans quelques mois, mais j'ai envie d'y croire. Je pense qu'on verra un très très beau Artikainen cette saison. En tout cas, il était meilleur buteur de la Ligue il y a 2 saisons, donc c'est en tout cas pas absurde de l'imaginer à ce niveau-là. Il avait mis 28 buts, c'était le meilleur devant Stransky qui était à 25. Donc oui, effectivement, il a le potentiel pour être à ce niveau-là. Spacek, c'est aussi un buteur, mais je pense que tu as assez raison, parce que Spacek, il peut également être plus passeur que buteur, il a les deux, on va dire, cordes à son arc. Même si Artikainen, l'année passée, il a quand même surpris, vu qu'il a quand même plus de 30 points avec seulement 8 buts, il a quand même 24 passes décisives. Il s'est
réinventé, ou alors c'était juste qu'il shootait sur le gardien, après il y avait un rebond et c'était goal, du coup ça fait une passe décisive. C'est aussi possible, je les ai pas tous en tête, mais moi je le vois aussi. Non, mais vraiment... moi je trouve qu'il s'est bien réinventé l'année passée. Il avait un jeu complètement différent, notamment dans la conservation du puck, dans le travail défensif aussi, ce qu'on ne voyait pas forcément faire il y a 2 ans. Donc moi je l'ai un peu entre guillemets défendu toute la saison en disant que oui, il marquait moins, mais il a apporté aussi beaucoup plus dans le jeu et on a vu qu'il avait une vision du jeu aussi qu'on n'avait pas forcément vu la première saison. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'être assez optimiste avec lui. Il a l'air déjà d'être en forme, donc à mon avis on va avoir des belles choses. Il faut pas oublier qu'il a Maninen avec lui aussi et lui aussi il va nous montrer des choses. Justement, Maninen c'est en 2 en Suisse. J'ai quand même toujours un peu cet historique de Kovar qui est rentré en Suisse, enfin qui est arrivé en Suisse depuis la KHL. La première année était un peu complexe là. Et encore, il avait 40 points, mais la deuxième, il avait vraiment explosé. Maninen, il met 18 buts, 23 passes décisives, 41 points. On en parlera tout à l'heure dans la partie sur le Lausanne HC que plus de 40 points, c'est pas anodin en National League quand même. Et là, on parle de l'année 1. On va voir un Maninen qui est censé être un petit peu meilleur. Si à côté de lui, il a un Artikainen qui tire pas tout le temps sur le gardien, mais une fois ou deux dans le but, ça rajoutera quelques points à son total. Et un Granlund. Et un Granlund à un moment ou à un autre. On verra s'ils joueront ensemble. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup joué Granlund, voire pas du tout. Je me trompe? Non, il n'a pas joué encore. Il me semblait. J'avais un doute s'il avait mis une fois les patins, mais je croyais pas non plus. Et il faut savoir que les 3 étaient ensemble à Ufa, mais en même temps, ça date aussi un petit peu. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment les mettre forcément les 3 ensemble? Je suis pas persuadé, faudra voir. Par contre, le duo Maninen-Artikainen, à mon avis, risque de souvent être ensemble sur la glace. D'ailleurs, tiens, une petite question, OK Manager, on les prend directement les Genevois? Et là, c'est une question pour moi, les auditeurs, vous pouvez passer, c'est pas important. On les prend directement les Genevois ou bien on attend un peu vu qu'il y a tous ces matchs à l'extérieur et accessoirement peu de matchs au calendrier? Ouais, mais j'attendrai peut-être un tout petit peu, justement, parce qu'il y a peu de matchs. Je n'ai savais qu'il va pas jouer, en fait, qu'il va jouer très peu parce qu'il va pas y avoir 2 matchs consécutifs à l'extérieur. C'est juste qu'on a enlevé les matchs auvernais pour les recaser un peu plus tard. Donc peut-être attendre un tout petit peu que tout le monde se mette en route et puis que ça tourne. Mais à mon avis, après 10-15 matchs, il va peut-être falloir songer à les prendre. Ouais, c'était un petit peu mon idée également, donc tu me confortes. Bon, faudra pas qu'ils aient augmenté trop de valeur non plus. Non, ça on verra. Je pense que ça devrait pas être le cas, mais je peux me tromper. On passe à un autre point qui n'était pas forcément simple l'année dernière, le poste de gardien de but. Qu'est-ce qui est plus probable? Robert Mayer fait plus de 26 matchs ou Gauthier Desclous fait plus de 26 matchs? Pour le contexte, aucun des deux n'a fait 26 matchs l'année dernière, vu que Olkinuora est arrivé assez tôt dans la saison, au moment où on s'est rendu compte du côté de Genève que ça allait être un peu compliqué, et que c'était compliqué, et que c'était pas au niveau du gardien que ça nous sauvait. Ouais, moi je pense quand même que... Je dirais quand même Robert Mayer. J'ai l'impression que, je sais pas, Gauthier, c'est plus compliqué, mais je les vois assez être capables les deux de rebondir finalement, mais d'avoir un léger avantage pour Robert Mayer qui a re-signé il a quoi, 3 ans de contrat encore, mais à part ça, je vois bien, alors ça c'est en anglais on va dire bold prediction, donc vraiment je vois bien Charlin rentrer à Genève après et former un duo sans doute avec Robert Mayer, donc j'aurais plutôt tendance à dire Robert Mayer, plus de 26 matchs. Toi Nicolas? Ouais, moi je pense aussi. En fait, le problème, c'est que Gauthier Desclous, malheureusement, une saison complète sans blessure, c'est quelque chose qui lui est pas vraiment déjà arrivé. Et je lui souhaite que ça arrive, hein, mais on a toujours un peu cette épée de Damoclès de dire à quel moment il va rater 10 matchs parce qu'il sera blessé. Et du coup, je pense que Robert Mayer jouera plus. Mais par contre, pour moi, c'est le talon d'Achille de cette équipe, clairement. Je vois une défense qui est quand même passablement solide, une attaque qui l'est tout autant. Par contre, le poste de gardien de but, il me fait un petit peu souci, mais je vois quand même Robert Mayer jouer plus que Gauthier Desclous à terme. Sur le fond, j'ai le même sentiment que vous, et en même temps, je me plonge sur les statistiques de l'année dernière, puis on voit que l'un des deux a été bon, sans être excellent, et l'autre a été catastrophique. Et celui qui était catastrophique, c'est celui que vous voyez jouer le plus cette saison. Je trouve ça, je dis pas que vous avez tort, et je pense que je suis plutôt du même avis que vous, hein, mais je trouve intéressant parce que la saison dernière, Robert Mayer, c'est 86,9% d'arrêt, 3,47 buts encaissés par match. Et Gauthier Desclous, c'est pile un de moins, c'est 2,47 buts encaissés par match, 90,2% d'arrêt. 90,2, c'est le même pourcentage d'arrêt que Olkinuora. Par contre, Gauthier Desclous avait
moins de buts encaissés par match que Holkin ou Aura. Donc statistiquement, moi je partirais avec Gauthier Desclous, mais je pense que vous avez les deux très bien résumé la situation et je pense que Robert Mayer est peut-être un peu plus durable, on va dire, que Gauthier Desclous, ce qui fait qu'il a peut-être un léger avantage. En même temps, on rappelle que quand Genève va au titre, c'est aussi parce qu'il a pu compter sur 2 bons gardiens. En play-off, certes, au moment où Robert Mayer a pris le relais de Desclous n'avait pas été mauvais avant, mais il était imbattable après Robert Mayer depuis qu'il est rentré c'était à Lugano, si je ne me trompe pas. Mais en saison régulière, d'avoir 2 gardiens capables de jouer 1A, 1B et de chaque back-to-back, tu peux peut-être en laisser un en tribune ou sur le banc à ouvrir la porte. Ça te permet d'avoir un gardien frais tous les soirs. Tous les clubs ne peuvent pas en dire autant. On en parlera après de Lausanne. On verra avec Faton et Keller ce que ça dit. Sans aller trop loin en Suisse allemande, mais en restant en Suisse romande du côté de Fribourg, on a vu Rueger en préparation. Honnêtement, Berra, il va devoir jouer 45 matchs. Ben ouais, Genève a quand même ce petit luxe-là, si les deux jouent à un niveau correct, de pouvoir peut-être te dire, tu mets 30 et 22 ou 20, ou dans ces eaux-là, en faveur de Mayer quand même. Je pense que je vous rejoins. La saison passée, il y a aussi une défense qui était souvent fraise et on avait aussi eu un nombre de 2 contre 1 et de 2 contre 0 absolument hallucinant. Si on arrive à corriger ça aussi, ça va peut-être laisser les gardiens dans les meilleures dispositions et puis leur permettre de faire de temps en temps l'arrêt qu'ils ne faisaient pas l'année passée. Ouais, absolument d'accord avec toi. Parce que cette défense de Genève, à part ça, là aussi sur le papier, elle est vraiment impressionnante. Entre Lennström, Vatanen, Tim Berni et Roger Carrère, qui est le nouveau capitaine. Et Simon Lecoultre. Et en plus Simon Lecoultre aussi. Et Arnaud Jacquemet, on va pas faire toute la défense, on vient de la faire. Mais... Voilà, Chanton, Schneller. Voilà. Comme ça, c'est vraiment. Il y a non seulement un très bon top 6, mais je trouve qu'il y a en plus même 7 et 8 qui peuvent, en cas de blessure, et normalement, malheureusement, il y a souvent des blessures, que ça devrait pas forcément trop impacter la défense de Genève. Et Dave Souter en courte saison. Ouais. Parce que ça, c'est le truc que je vois arriver, mais grand comme Dave Souter. Qui a déjà signé. Ça n'a pas été confirmé. Voilà. Selon mes informations, il a signé à Genève. La Liberté l'a interviewé, il a dit qu'il va quitter Fribourg-Gotteron. Il n'a pas dit pour où il laissera le club confirmé. Ouais. Disons que si je l'avais annoncé à Martigny, il aurait dit c'est pas vrai, je vais pas à Martigny. Là, il a dit je laisserai le club. Voilà. Donc je pense qu'on est bon à part ça. Donc Dave Souter va rejoindre Genève Servette la saison prochaine. On ne sait pas si en courte saison un échange pourrait être envisagé. Laissons les clubs jouer 1 ou 2 matchs. Laissons les joueurs être en forme, en méforme, à l'infirmerie de 3 matchs. Puis les premières défaites potentiellement d'un côté ou de l'autre, ou des deux, ou pas. Ça peut vraiment évoluer assez rapidement ce genre de choses. Qu'est-ce qui est plus probable? Vincent Praplan prolonge au Genève Servette ou Marc-Antoine Pouliot prolonge au Genève Servette? Nicolas? J'aurais quand même tendance à penser Praplan. Après, ça va forcément dépendre de ses performances durant la saison, mais déjà parce qu'il est plus jeune, Pouliot, il arrive quand même gentiment au bout, mine de rien, même si c'est encore un très bon joueur, mais il a 39 ans, il va sur ses 40. J'ai tendance à penser que ça va être sa dernière saison. Par contre, Vincent Praplan est un poil plus jeune. Il peut encore jouer il est même bien plus jeune. Il peut jouer encore quelques saisons. Donc sauf s'il passe vraiment à côté de la plaque toute l'année, je pense que Vincent Praplan va prolonger. Marc-Antoine Pouliot, ça va peut-être se faire en toute fin de saison si ça s'est bien passé et puis qu'il a encore la forme. Ouais, puis il s'est dit qu'il est passé que 14 fois au Pécaliste. Est-ce qu'il veut passer encore 1 ou 2 fois? Il faut qu'il reste en activité. Donc, ça peut être une option, non? Mais Pouliot, il freine pas. 23 points la saison dernière, 14 buts. Il joue toujours sur du powerplay. Là, en préparation, il était encore présent sur un powerplay. C'est un de ces joueurs qui t'as l'impression qu'à 45 ans, il va encore être là, à aller marquer ses points, à se montrer utile, à toujours être au bon endroit, à jouer juste, à jouer intelligemment. Moi, ce qui me ferait, entre les deux, la raison fait dire Vincent Praplan. Je suis totalement d'accord. Par contre, il y en a un des deux qui va vouloir aller nulle part ailleurs, c'est Marc-Antoine Pouliot. En gros, la question, c'est est-ce que Pouliot continue ou est-ce qu'il arrête? C'est pas est-ce qu'il signe ailleurs. Par contre, Praplan, s'il commence sa saison et qu'il va bien, un ailier suisse capable de marquer des buts, c'est une denrée assez rare. Donc, est-ce que quelqu'un va se dire « Ah, mais lui, il nous intéresse quand même ». Forcément, quelqu'un va se dire. C'est même pas « Est-ce que quelqu'un ?» C'est forcément. Tu le décrivais très bien, même il y a peut-être même déjà 2 ans. On se disait « Ouais, mais vraiment, est-ce que ce joueur-là, il l'intéresse ?» Parce qu'il n'a pas fait « Ouais, mais
oubliez pas qu'il n'y a pas 50 000 joueurs. Donc, dès que tu as un défenseur, et on a vu aussi avec les prix actuels, même un joueur de qualité, on va dire, de 3e, peut-être 4e ligne, ou bien 6e, 7e défenseur, il aura quand même un solide contrat aujourd'hui. Donc, il y aura toujours un club qui sera d'accord de payer, alors je dis pas des sommes complètement folles, mais il y aura toujours une petite bataille, une petite surenchère où le joueur va dire ok, vous voulez pas me signer là, moi j'ai un autre club et j'y vais. Et Praplan n'a pas peur d'aller en Suisse alémanique. Alors j'allais y venir. Lui-même se décrit presque comme un Zurichois plus que comme un Valaisan. Il faut pas le dire à sa famille, sinon il peut plus passer le coup de Rhône. Mais c'est pas quelqu'un qui est attaché à la Suisse romande, et certains autres on verrait plus on les verrait plus partir avec de la peine. Ouais, mais en même temps, s'il part bien, je vois pas Genève le perdre. Mais en même temps, on parlera après de Damien Ria. Est-ce que c'est une option? Tiens, Nicolas, on va en parler après sur l'aspect lausannois, donc nous on va peut-être pas se prononcer sur ça. Mais la rumeur ou le bruit ou les points qui sont connectés entre Ria et Genève, je me réjouis de comparer avec ce que nous on va dire après. T'y crois? Je pense qu'on est obligé d'y croire parce que voilà, Damien Ria, il a un historique avec Genève Servette, il est en fin de contrat à Lausanne, c'est un ailier suisse buteur, donc forcément ça fait beaucoup d'indices qui laissent penser que Genève Servette pourrait être sur le coup. Après, il a aussi un historique pas forcément positif ces dernières saisons avec Genève. Quand il revient, alors j'ai plus l'historique exact en tête, mais il me semble que quand il revient en Suisse, il a la possibilité de revenir à Genève, il finit par aller à Lausanne. Je crois pas que ça ait été forcément très très bien perçu à l'interne. Alors j'ai pas les détails exacts, mais à mon avis, s'il revient, il va quand même falloir qu'il regagne un petit peu la confiance du vestiaire et du public, en tout cas d'une partie. Ouais, je pense que les deux dossiers sont assez liés, Praplan et Damien Ria. On va pas trop expliquer notre cuisine interne, mais la partie lausannoise est déjà enregistrée. On est assez du même avis que toi, Nicolas, sur ce sujet. Donc on va pas faire de redite pour ceux que ça intéresse. On en parlera tout à fait dans la partie lausannoise. On se projette encore un tout petit peu. Qu'est-ce qui est plus probable? Yann Cadieux qui est prolongé, ou Yann Cadieux qui dispute sa dernière saison comme entraîneur principal de Genève Servette? Alors, je pense que Yann Cadieux prolongé. Je trouve que s'ils ont la possibilité de travailler, de continuer à travailler avec lui, je ne vois pas pourquoi il changerait ça après. En tout cas, de la part du club, si j'étais le club, je me dirais je veux de la continuité. J'ai l'impression qu'un entraîneur qui a été champion, c'est qu'il n'y en a pas 50 000. Donc, je partirais. Je dis pas qu'il faut faire all-in sur Yann Cadieux, mais je serais d'avis de le conserver si j'étais Genève. Après, tout dépend si lui veut rester, mais plutôt Yann Cadieux reste. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ça. Je vois pas de raison pour l'instant. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que les attentes sur cette équipe et donc sur son entraîneur, elles sont élevées. L'année passée, on a pu s'appuyer toute la saison sur la Ligue des Champions en disant bon allez, cette année, au pire, on défendra pas notre titre de champion de Suisse, mais on veut être champion d'Europe. Cette saison, la priorité est d'être de nouveau sur le championnat et cette équipe n'a pas le droit de se planter. Et si après 25 matchs, Genève Servette est en eau trouble, je suis pas sûr que Marc Gauchi et les dirigeants aient une patience éternelle non plus. Donc moi j'aurais envie de continuer avec Yann Cadieux parce que je pense que c'est un très bon entraîneur, puis au demeurant c'est quelqu'un de super sympa et avec qui c'est intéressant de discuter, même si c'est pas grâce à ça qu'il va prolonger son contrat évidemment, mais les attentes sont élevées et s'il y répond pas, je pense que comme tout entraîneur, sa place sera discutée, ça c'est sûr. Ouais, je pense que Yann Cadieux c'est un entraîneur qui demande énormément à son équipe et c'est le genre d'entraîneur que je vois potentiellement avoir une date de péremption, on va dire ça comme ça, à un endroit, pas en tant qu'entraîneur. Et après, en même temps, du côté de Genève, des entraîneurs qui demandent beaucoup à leurs équipes et qui ont des dates de péremption assez lointaines. On a l'habitude, disons. Il y a certains... Il y a un passé. Il y a un historique. Voilà. Et après, on peut même... Je suis pas en train de les comparer, mais il y a un Arnaud Descourteaux qui était pas quelqu'un qui demandait rien à son équipe et qui est resté 2 décennies à Davos. Donc, c'est pas impossible. Par contre, je pense qu'à un moment, il faut passer un stade au-delà duquel l'entraîneur devient, on va dire, plus grand que son vestiaire. Est-ce que c'est déjà le cas parce que tu es champion suisse et champion d'Europe avec cette équipe-là et donc tu peux justement dire mais c'est l'entraîneur en 1 et le vestiaire en 2 et si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller ailleurs? Je suis pas sûr.
Et c'est pour ça que je vois, comme tu disais avant, le début de saison, il est crucial parce qu'Yann Cadieux rentre dans sa dernière année de contrat, enfin rentre son contrat dans la saison à venir, enfin au-delà de la saison évidemment. Et c'est assez bancal. Je pense qu'à sa place, il aurait sûrement dû avoir envie de prolonger l'aventure à un moment ou à un autre. En même temps, s'il venait par malheur, et je ne vais pas m'amuser à faire les pronostics de quels sont les coachs qui vont être virés en premier, mais si par malheur ça venait à mal se passer cette saison pour lui, il a un tel crédit partout. C'est quelqu'un qui peut aller entraîner au Tessin, il est connu là-bas, il a joué là-bas, il parle italien. C'est quelqu'un, rien qu'avec son nom, s'il va à Davos, on lui ouvre toutes les portes. C'est quelqu'un qui peut aller à peu près partout, donc il y a aussi pas de pression pour lui à ce niveau-là. Maintenant, je pense que dans l'absolu, je le vois plutôt être prolongé aussi, mais peut-être pas de manière aussi, peut-être pas catégorique, Jean-Fred, mais peut-être pas de manière aussi claire que toi. Mm-hmm. Mais alors, si je devais... Je réfléchissais là à me dire, tiens, si il venait à ne pas être prolongé, quel club de... Alors, je prends la National League, pourrait être intéressé. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais un club comme ça, je me dis, je pourrais bien le voir là-bas, c'est Berne. Je sais pas si... Mais je me dis, si Tapola, en plus, plutôt nordique, d'un coup, tu changes et tu veux faire le côté un peu nord-américain, même si Cadieux, je pense qu'il est bien plus que ça, et Tapola est bien plus que simplement un coach scandinave, ou en tout cas nordique. Berne me ferait du sens. Ouais, alors, vu que tu le vois prolongé, je laisse cette discussion pour le moment où il a plus de contrat. Mais non, je crois qu'on est assez d'accord sur le fait qu'il devrait être prolongé à un moment ou à un autre. D'ailleurs, j'ai dit, il rentre dans la saison, son contrat, c'est pas encore fait. Parce que la saison, elle n'est pas commencée officiellement. Il y a encore un petit peu de temps. On sait que ça peut être une annonce que tu fais juste avant la saison. Où tu te dis, ah bon, voilà, on a trouvé un terrain d'entente. Ça pourrait aussi être le cas le cas d'Amien Ria, justement, un international suisse qui rentre dans la saison. Son contrat au-delà de la saison à venir, ça devient de plus en plus rare quand tu vois que Dave Souter, et c'est pas du tout pour lui manquer de respect, mais signe plus d'un an avant, un Damien Ria doit avoir un contrat pour l'année d'après. Je dis pas que j'aime cette réalité, mais c'est la réalité. Ouais. Donc il est pas encore dans la saison sans contrat, Yann Cadieux. Yann Cadieux, à mon avis, comme je vois les choses, je pense que Margauchi a envie de garder Yann Cadieux. Mais après, il faut pas oublier que si on prend son bilan, et de manière extrêmement froide, c'est une non-qualification au play-off au moment où il a repris l'équipe derrière Patémon, un titre, et une non-qualification au play-off. Alors, évidemment, il y a un titre de champion d'Europe, et les circonstances sont complètement différentes, donc c'est pour ça que je dis que c'est un regard qui est extrêmement froid. Mais si on prend simplement son bilan décrit comme ça, tu dis, effectivement, c'est moyen. Forcément, il y a un titre au milieu qui vient embellir le tout, mais je pense quand même que malgré la volonté que j'imagine de Marc Gauchi de le prolonger, il y a quand même un côté où on va lui dire, écoute, montre-nous encore quand même sur le début de saison que ça se passe bien avant de rediscuter d'un contrat. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. J'ai pas d'infos par rapport à ça, mais c'est vrai que si on prend son bilan de manière très froide, c'est celui que j'ai tiré. Tu te caches pas d'être supporter du club. En tant que supporter du club, tu préfères quoi, justement? Avoir un titre tous les 3 ans, mais regarder les playoffs à la télé les 2 autres quand même, ou pas? Honnêtement, rien ne vaut un titre. Donc, si on me dit un titre et puis 2 années sans playoff, mais de nouveau un titre, je signe demain. Surtout alors oui, c'est sûr que ça manque d'émotion. En plus, on pourra refaire un livre, effectivement. On n'en a pas fait un sur la CHL, mais s'il y a 2e titre, il y aura probablement un deuxième volet du livre. Mais honnêtement, ce qui a été vécu à Genève pendant l'année du titre, ça vaut largement 3 saisons un petit peu en dedans. Alors, évidemment, sur le long terme, ça veut quand même dire que tu as des émotions qu'une fois sur 3, et ça peut être problématique, mais quand même, rien ne vaut un titre. D'ailleurs, vu qu'on parlait du livre, ceux qui ne l'ont pas encore, c'est encore possible de se le procurer, ou vous avez tout vendu? Alors, on n'a pas tout vendu. Par contre, ça fait un moment que je ne suis pas allé me balader dans les librairies pour voir s'il était toujours en rayon. Mais donc, c'est une bonne question. Mais je pense qu'il doit encore y avoir des endroits où on peut le trouver. Ça s'appelle Champion. Oui, Champion. Tout ça, le résumé le récit de la saison historique du GSHC, donc 2022-2023. Et un hommage à Pierrot Cartebla, évidemment mythique, entraîneur valaisan de la série du même nom, produite par Canal 9, que si nos auditeurs ne connaissent pas cette série, je vous conseille vivement, même si ça a vieilli, parce que ça a plus de 10 ans, le contenu n'a pas vieilli. Je ne sais pas si tu connais Nicolas ou pas, mais
Oui, je connais bien sûr, effectivement ça. Ouais, ça et ça a bien vieilli, donc il faut aller voir. Bon, je pensais pas qu'on terminerait sur cette note, la partie sur Genève. Je n'aurais pas pensé non plus. En tout cas, merci beaucoup. On peut t'écouter. Donc, la CHL, vous la faites en direct? Enfin, est-ce que Radio Lac la fait en direct? Non, il n'y aura pas la CHL sur Radio Lac. Par contre, tous les matchs de la saison à partir du 17 septembre à Lausanne. Et donc voilà, tous les matchs en direct sur Radio Lac à partir de 19h30 pour les matchs à 19h45. Et le podcast de 1905.ch que vous allez relancer cette semaine, comme tu l'as dit au tout début, jeudi soir, premier épisode, c'est juste? Ouais, c'est juste, et il sortira en principe comme l'année passée, donc une fois toutes les 2 semaines. Et ça va, on n'a pas été trop redondant avec le premier épisode, ça vaut la peine de l'écouter, je suis sûr. Je pense que ça vaut la peine. Alors, il y a forcément des choses que je redis par rapport à ce que j'ai dit dans l'autre, mais il est forcément bien, enfin, il est très spécifique à Genève. Et donc, oui, ça vaut quand même la peine pour les supporters genevois de venir nous écouter si vous avez écouté Colfax avant. J'en doute pas une seconde. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Nico. Et puis, on risque de refaire un point avec toi. Merci à vous. Voilà, après Genève, on passe à notre dernier club finalement de cette tournée des romans d'avant-saison avec le Lausanne Hockey Club. Et pour discuter de Lausanne, on a avec nous la journaliste de LFM, Alessia Meroula. Salut Alessia. Coucou. Comment ça va? Super. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es journaliste à LFM, tu couvres notamment le hockey sur glace et donc en particulier le Lausanne HC. Tu t'attendais pas peut-être à couvrir le hockey sur glace aussi longtemps la saison dernière, tu as quand même pu un peu profiter de l'été après cette saison à rallonge du LHC. J'ai tout à fait profité grandement de l'été. T'as eu la chance d'arriver un peu après, on va dire, la tempête lausannoise, on va dire, sur ce fabuleux monde du Lausanne HC. Donc toi, t'as presque ton arrivée, on va dire, coïncide avec la sérénité. Je suis pas en train de dire qu'il y a une corrélation entre les deux choses, mais comment tu vois finalement l'évolution du Lausanne HC depuis 12 mois, mais même ces dernières années, ça t'a surpris finalement ce qui s'est passé l'année dernière? Est-ce que ça m'a surpris? C'est difficile à dire parce que moi, je suivais pas du tout le sport en général avant il y a un peu moins de 2 ans. Donc ça m'a surpris parce que oui, ok, j'avais un peu les infos parce que je suis quand même l'actualité, donc voilà, d'un œil, je savais quand même que ça avait été catastrophique l'année passée, mais après c'était surtout, enfin l'année précédente, mais après c'était surtout par les confrères, par mon entourage qui suivait beaucoup plus le hockey, qui me disait ah mais tu verras, je me souviens de cette période-là où ils ont perdu au début de la saison, là, 8 matchs d'affilée, je crois. Puis tout le monde me disait ouais, c'est le fantôme de la saison dernière qui revient, donc t'inquiète pas, maintenant ça va être comme ça tout le temps et tout. Donc c'est un peu plus sur ça que tout d'un coup ça m'a surpris. Mais sinon, c'était plutôt. Enfin, moi, j'ai un peu vécu ce truc comme quelque chose d'hyper excitant parce que moi, j'arrivais là-dedans, donc c'était ma première saison que je couvrais et c'est allé hyper loin. Et j'avais l'impression que plus moi j'apprenais, plus eux ils jouaient bien et ils allaient bien, donc c'était un peu plus dans ce sens-là. Justement, en préparant cet épisode, tu nous disais ouais, je sais pas, il faut quand même, je sais pas si j'ose venir, pas que t'as pas dit si j'ose, mais t'es là, vous êtes sûr? T'es là, mais oui, clairement, t'es probablement la journaliste qui a vu le plus de matchs du Lausanne HC la saison dernière, non? Toi qui étais quasi tout le temps là, tu nous as moins vu que nous on t'a vu. Et à l'entraînement aussi d'ailleurs. C'est vrai, je crois que j'en ai raté des matchs à domicile, j'ai dû en rater 2 parce qu'il y a des derbies au foot en même temps et que ma foi, un derby vaudois au foot, ça passait avant, mais sinon ouais, je les ai tous faits. T'as vu la progression du club pendant la saison? Tu t'es dit, quand il y a eu les playoffs, ah ouais, dis donc, d'abord à Davos, puis après contre Fribourg, puis après finalement contre Zurich, où tu t'es dit, dis donc, c'est pas la même équipe que j'ai vue au début de saison. Ouais, c'est clair. Et puis, on voyait aussi, enfin, je trouve, même en discutant avec eux, en sentant un peu, même si ça, c'est clairement subjectif, mais quand tu ressens un peu l'ambiance, quand tu t'imprègnes un peu des émotions et de l'atmosphère,
on a senti aussi qu'il y avait le côté sportif, mais aussi, comme ils l'ont beaucoup dit, hein, le côté voilà, aussi humain entre eux, d'être soudés. Et ça, je trouve, ça s'est aussi beaucoup vu au fil de la saison. Bah, c'est aussi un petit peu nous, dans notre podcast, on essaye justement de relater ce qui se passe, ces petites impressions qu'on a quand on fait les interviews, ce qu'on ressent de tout ça. Et j'ai l'impression que bah, justement ce ressenti que tu as, il est intéressant aussi. Par exemple, hier, on va dire mardi, donc on a eu la conférence de presse du Lausanne Hockey Club. Comment tu as senti cette conférence de presse par rapport à celle de l'année passée? Attends 2 secondes quand même. Ouais. On va quand même préciser qu'il y a eu l'intronisation du nouveau président, M. Rocha, qui remplace M. Depreux, qui a été présenté pour la première fois. Chris Wolf a pris le micro en disant « C'est la dernière fois que je commence à prendre le micro ». Du coup, il l'a pris pendant un quart d'heure. Je suis sûr qu'il nous écoute. Je me suis dit, il profite là. Et après, il y a Jean-Luc Rocha qui a pris le micro, qui a fait son intronisation. Voilà, juste que pour l'actu, avant qu'on parle du contingent, évidemment. Excuse-moi, Alessia. Bah, je pense que c'était moins tendu. Enfin, de nouveau, l'année passée, j'y suis arrivée en mode bon, ok, je sais que c'était un peu compliqué, mais voilà, j'avais pas non plus autant de contexte et de background que les autres journalistes pouvaient, ou que les autres personnes dans la pièce, puisqu'il y avait aussi des abonnés, pouvaient avoir, mais c'était clairement moins tendu. Il y avait moins, voilà, cette pression de. La pression est différente parce que quand tu es arrivé en finale, tu as de toute façon la pression pour la saison suivante. Mais là, voilà, tu n'as pas cette pression de c'était catastrophique. Et en plus, il n'y avait pas que le côté sportif qui allait pas. Et là, je pense que ça se ressent et ça se remarque quand même que le réarrangement qu'ils ont fait aussi sur le côté administratif se ressent aussi. Donc ouais, je trouvais ça beaucoup plus détendu. T'as eu aussi cette impression, Greg, que c'était plus détendu? Oui, alors forcément. Bon, après, avec les gens en poste, c'était rarement tendu, disons. Oui. Même sous Lars Svoboda, désolé de redire ce mot, malheureusement, il a marqué l'histoire du club. Il a une page dans le livre des 100 ans, donc ma foi, c'est pas notre faute. Mais avec les gens au quotidien, dans l'organisationnel, c'était jamais tendu. C'était pour eux, finalement, que c'était tendu à l'interne. Nous, les relations, elles ont toujours été globalement très bonnes, justement, à part avec lui. Mais donc... Oui, on sentait une décontraction, on sentait surtout, il y a le mot qui a été dit plusieurs fois, le mot sérénité, et je pense que les supporters de Lausanne HC doivent être contents de se dire, mais peut-être pour la première fois, on va dire, depuis que je supporte Lausanne HC de ma vie, il y a de la sérénité dans ce club. J'exagère un petit peu, mais c'est effectivement un club qui a rarement eu du succès déjà, je dis au haut niveau, vu que l'année passée c'était la première participation à la finale, c'était une année historique pour le club, donc forcément du succès à haut niveau, c'est la première fois. Mais même au-delà du succès, d'avoir un certain calme, d'avoir quelqu'un en place, un propriétaire qui aime ce club, qui est content d'être là, il n'y a pas d'intrigue, est-ce qu'il n'y a pas Max Orley là derrière qui a des parts Non, là c'est très, très clair. Alors oui, au début, à l'arrivée des 3 propriétaires, il y a eu un petit peu de grabuge parce qu'on ne savait pas qui étaient ces gens. Il y a eu beaucoup de grabuge encore pendant l'ère Svoboda, on va dire. Mais là, voilà, le bateau, il avance. Et j'ai bien aimé quand Jean-Luc Rocha disait voilà, j'aimerais qu'on passe de la sérénité à la pérennité. Ouais. Alors, tu sens que c'est un élément de langage qui avait été préparé. Je ne sais pas s'il était écrit en police 47 sur une de ces feuilles. Je l'ai mis comme titre. Voilà. C'était parfait. C'était l'élément de langage. Mais en même temps, je pense que ça reflète exactement ce qu'on a vécu, justement. Le club, il s'est établi maintenant. Et ça va être intéressant de voir comment il se développe, tout en étant conscient, et je crois qu'ils le sont vraiment à l'interne, que l'année passée était extraordinaire. Ouais. C'est pas parce que Lausanne HC a fait la finale l'année passée et était à une victoire du titre que ça devient ça la norme. C'est pas ça la norme. La norme, c'est de jouer le haut du tableau et surtout de travailler tranquillement. Et finalement, c'est déjà une belle norme à avoir, je trouve. C'est d'ailleurs un discours qu'on pourrait imaginer ne pas avoir à Zurich, qui n'aurait pas besoin de dire « Ah ben maintenant, nous, on espère travailler dans la pérennité ». Justement, ce à quoi Lausanne aspire, c'est d'être un petit peu plus comme un club comme Zurich, peut-être comme Zug, peut-être comme Davos par le passé, où tu sais que, sauf tremblement de terre, arriver en play-off, c'est pas forcément un problème. Et puis après, selon la forme du moment, selon comment ça va se passer au niveau des blessures, mais au moins ça, c'est un peu le benchmark. Une année sur 2, tu joues le titre, et puis une année sur 2, tu perds en demi, quoi. On va dire c'est un petit peu ça. Ou en quart, si ça va pas bien, mais il n'y a pas de drame. Mais justement, c'est là où je crois que les personnes en poste à Lausanne
ont vraiment cette idée de pas aller trop haut, pas aller trop bas, et je pense qu'ils l'ont très bien compris. On va revenir vers toi, Alessia. Hier, il y a eu 3 annonces. Je pense que tous les fans du Lausanne HC attendaient Damien Ria et Jason Fuchs. Ils ont eu un des deux. Jason Fuchs a prolongé de 4 ans au Lausanne HC. 2 autres annonces, Aurélien Marty plus 3 ans, et Kevin Pache, qui avait encore un contrat valable, a prolongé son contrat d'1 année supplémentaire. Donc il est encore pour 2 ans sous contrat avec le Lausanne HC. Tu t'attendais aussi... Non, il n'avait pas encore 2 ans plus 1. Alors voilà, pardon. Et toi, Alessia, tu t'attendais aussi avoir Damien Ria dans le lot, ou finalement c'est déjà pas mal l'évolution d'avoir ces 3 signatures-là? Alors, je pense que déjà 3, c'est mieux que rien. Mais, oui, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que Damien Ria soit aussi annoncé hier. Il y a aussi... Il y a aussi Tim Boson, ouais. Exactement, j'allais y venir. Et d'ailleurs, il me semble qu'il faut que tu rappelles le contexte. Tu as fait une petite blague sur la taille des écrans, non? En disant qu'il y avait de la, de la place. Ils ont fait un visuel avec les 3, ils n'avaient pas la place pour mettre 5 visuels, enfin 5 têtes sur le visuel, donc c'est juste pour ça. Puis 4, ça fait toujours un peu bizarre, il faut toujours que ce soit les nombres impairs, c'est plus joli visuellement, donc c'était 3 ou 5, et peut-être que c'était trop 5 sur le visuel. John Foust a effectivement répondu qu'il n'y avait pas la place pour les 5. Mais ça me fait poser une première question, vu que j'ai fait qu'est-ce qui est plus probable entre A et B? Qu'est-ce qui est plus probable entre Ken Yeager qui prolonge au Lausanne HC ou Damien Ria qui prolonge au Lausanne HC? Il faut savoir une petite chose en préambule, c'est que les deux n'ont pas une date d'expiration identique, vu que Damien Ria est en fin de contrat et Ken Yeager a encore un contrat valable pour après. Mais je pense que les négociations se font en même temps avec les deux quand même, c'est pour ça que je les ai mis sur le même plan. Alessia, je commence, hein, puis comme ça, tu as le temps de réfléchir. Je pense que j'aurais quand même tendance à dire Damien Ria parce que sa situation, on va dire, de vie, un enfant bas âge maintenant qui est né il n'y a pas longtemps, il habite entre Lausanne et Genève. Donc, on a vu aussi avec un Glauser qui habite à Gand se rapprocher ou d'avoir où il joue près de où il habite. Disons que c'est quand même plus simple. Ken Yeager, on sait qu'il est grison. Je me dis, tiens, Enzo Corvi, Dieu sait que tu l'aimes, Greg, hein, mais il n'est pas éternel. Si on pense dans 2 ans, il est de 92, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça voudrait dire, ça commence à être 34 ans. Il faut commencer à avoir un centre qui le remplace. Peut-être on le garde encore en vie, mais je pourrais voir un push de Davos pour Ken Yeager et d'autres clubs, mais surtout Davos. Donc j'aurais tendance à dire plutôt Damien Ria dans les plus probables. Et toi, Alessia? Ouais, je me suis fait exactement la même réflexion par rapport à la famille, où je me suis dit, en soi, avec ce qu'il a démontré la saison passée, je pense que ça sortirait pas de nulle part si tu as un grand club et tout qui lui ferait une proposition. Mais je me suis dit, bon voilà, est-ce que dans cette situation familiale-là, tu déciderais de partir à l'autre bout du pays? J'aurais envie de dire non, mais je sais pas comment tu réfléchis quand t'es dans cette situation-là. Donc c'est vrai que je dirais aussi Damien Ria. Après, en même temps, Ken Yeager, ça fonctionnait bien hein, dans le trio là, la saison passée. Donc, avec Raphaël et Boson. Hein. Exactement. Je vais rebondir sur une de tes phrases. Et ça, tu dis, si un grand club le veut. Mais finalement, est-ce que justement, quand tu es Damien Ria, tu arrives en finale avec le Lausanne HC, tu vois que c'est un club qui est quand même qui va dans une direction qui est hyper positive. C'est un joueur qui a beaucoup bourlingué. Il est passé, et volontairement, il nous l'avait expliqué dans l'épisode avec lui, c'était une volonté de sa part d'aller au Canada, d'aller en Suède, d'aller découvrir beaucoup de choses. Il est revenu en Suisse, il est passé à Genève, il est là à Bienne, il est reparti en HL, il s'est enfin établi à Lausanne depuis 3 saisons maintenant. Est-ce qu'il n'aura pas envie de rester justement à un endroit puis de se dire, bon ben voilà, maintenant c'est là ma place, j'ai 27, 28, 29 ans bientôt, il a 27, donc il aura 28 en courte saison, son contrat il sera à 29 ans quand il le commencera plus ou moins, 28 ans et demi. Est-ce qu'il n'a pas envie de se poser à un moment? Et un autre point, moi je pense effectivement ce que tu dis est très juste, Jean-Fred, c'est que je le vois rester sur l'arc lémanique. J'allais dire, il a brûlé les ponts avec Genève. Il n'y a pas de pont. Enfin, il y en a un sur la Versoix, mais ça va, même si tu peux trouver un moyen.
j'ai quand même un peu l'impression qu'il a brûlé les ponts avec Genève au moment de signer à Lausanne, alors qu'il était prêté à Genève. Il termine la saison là-bas. Il signe à Lausanne durant l'intersaison. Je sais de sources assez sûres que ça va pas bien passer au bout du Léman. Je dis pas que la rancune peut durer des siècles autour de ça, mais je peux imaginer que c'est pas évident. J'imagine que d'un côté comme de l'autre, il faudra faire un pas dans la direction, et qui va faire en premier le pas? Est-ce que Damien Ria voudrait aller faire un pas du côté de Genève, ou Genève voudrait retaper à la porte de Damien Ria? J'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, ça pourrait ne pas se faire. Je peux tout à fait me tromper sur ce, c'est pas une info sûre. Mais moi, je vois bien Damien Ria la prolonger, et surtout, je vois, comme tu l'as très justement dit, je vois surtout Ken Jaeger à terme remonter dans les grisons. Ces Suisses allemands qui viennent en Suisse romande, c'est une généralité terrible que je suis en train de faire parce qu'il y a plein de contre-exemples, mais à un moment, je peux concevoir que tu te dises allez, on repart à la maison. Lucas Frick est un bon exemple. Je pense qu'il est parti cet été. Enfin, il est parti, c'est pas du tout vrai. Il a signé cet été à Davos pour l'année d'après, justement. Ben voilà, il a passé beaucoup de temps en Suisse romande. Il a l'envie de se rapprocher de sa famille. Il y a peut-être des gens qui ont des enfants qui se disent mais attends, les grands-parents, ils sont plus proches. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent justifier un départ. Et entre les deux, c'est pour ça que j'ai pris cette option également. Mais je voulais dire aussi, on commence avec les 6 étrangers, voire on pourra discuter aussi, des fois, dans les contingents, maintenant, c'est plus proche de 7. Il y en a 6 qui peuvent jouer, mais il y en a 7, voire plus. Tu prends un exemple comme Genève ou Lausanne, peu importe, c'est quasi pareil. Damien Ria mérite, par son jeu, une place d'attaquant top 6. Il est ailier top 6. Si tu as 4 attaquants étrangers, on va dire un peu, ça peut être la norme, mais si on prend Genève, c'est Spacek, Maninen, Artikainen, Granlund. Il reste que 2 places finalement. Donc, si tu as déjà 2 bons ailiers suisses, ou centre, peu importe, 2 bons joueurs suisses, on te met où en fait? Après, évidemment, tu peux être en 3e ligne, mais si tu es payé un certain. Comment dire? J'ai déjà amount of money, un certain montant, exactement. C'est difficile. Tu veux le faire en anglais à la limite, puis moi je fais les traductions derrière, t'as dit toi, je suis là. C'est difficile de. À Lausanne, il y a aussi, on disait, Suomela, Oksanen, Pajuniemi et Kuokkanen, il reste que 2 places finalement. Donc, il faut trouver aussi, non? Je suis d'accord et pas d'accord à la fois. En même temps, est-ce qu'on se poserait cette question si Zurich engageait Damien Ria? On se dirait, oh mon Dieu, on va le mettre où Damien Ria? Ouh là là, il va aller sur une 3e ligne. On dirait pas ça, en fait, finalement. Et c'est aussi un step que tu dois. Une étape, pardon, je une étape qu'il faut passer à un moment pour dire, oui, mais Damien Ria en 3e ligne, c'est pas non plus un crime. Il est capable de jouer à cet endroit. Si vraiment tu as devant un joueur qui mérite une place avant lui, tu le mets avant lui, il n'y a pas de problème. Et finalement, si c'est un joueur qui veut rester là, je pense qu'il va devoir baisser ses prétentions salariales par rapport à ce qu'il avait signé. Il avait signé dans un autre contexte, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce qu'il va être à ce point hors budget ou hors norme? Je ne suis pas persuadé. Et justement, si tu as un Damien Ria en 3e ligne, là, tu commences à dire, offensivement, ça veut aller avec lui à cet endroit-là. On avance un tout petit peu. Alessia, qu'est-ce qui est plus probable? Jason Fuchs fait plus de points que la saison dernière, ou Théo Rochette fait plus de points que la saison dernière? Je mets un petit peu de contexte. La saison dernière, Jason Fuchs c'est 32 points et Théo Rochette c'est 30. En vrai, mais après, on se base sur des matchs à quel point tu peux vraiment juger ce que tu vois, c'est compliqué, mais pour avoir vu les 3 matchs de prépa au Hockeyade et à Yverdon, j'ai l'impression que Théo Rochette a beaucoup travaillé pendant l'été. Et du coup, j'aurais envie de dire Théo Rochette. Et toi, Jean-Fred? La question est intéressante et la réflexion d'Alessia aussi. C'est vrai que je pense que l'upside, on va dire la capacité à être meilleur d'année en année, en tout cas, les capacités d'amélioration sont effectivement plus grandes du côté de Théo Rochette. Je dis pas que Fuchs a fait une saison incroyable, donc il n'est pas capable de reproduire. Mais si on prend un peu ses stats, il a fait 32 points, 15 buts. C'est bien. L'année d'avant, c'était 26. L'année d'avant, 34. Et puis, sa meilleure saison comptable, on va dire que c'était à Bienne 35. Donc, il est un peu à son max, on va dire. Et s'il fait ce genre de points-là, c'est exactement ce pourquoi s'il répète la saison passée, c'est parfait pour Lausanne. Mais j'aurais quand même tendance à dire Théo Rochette fait plus de points. Ouais, il y a un point que j'ai pas mis dans le contexte volontaire. Enfin, volontairement, j'ai volontairement pas parlé de ça, mais il y a
52 matchs à 47 en faveur de Fuchs, donc en termes de points par match, c'est encore un peu plus proche. Tu parles justement de potentiel d'amélioration pour Théo Rochette, qui est plus grand que Fuchs, c'est vrai également. Les deux jouent ensemble sur la préparation, sur les 3 matchs ensemble avec Ugly à droite. On tente de relancer Ugly visiblement, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée parce qu'encore une fois, on sait que c'est un joueur qui a un vrai potentiel à terme. Faut aussi faire un peu attention avec les matchs de préparation parce que ça peut justement, dans l'alignement, je dis, la forme, c'est autre chose. Mais Théo Rochette, je pense qu'il a remarqué l'année passée aussi qu'il était à un stade de sa carrière où il y a 2-3 choses qu'il doit améliorer. Et je pense que le travail physique, le travail dans les bondes et tout cet aspect-là, je me réjouis de le voir justement si ça a été amélioré durant cette intersaison. Si oui, moi je pense que Théo Rochette fera une meilleure saison que Jason Fuchs la saison à venir. Mais aussi en deux, pour lui, en National League, des fois, le rookie qui surprend en année 1 et qui doit confirmer en année 2, c'est des fois plus difficile. La projection peut être linéaire ou exponentielle et amener à faire plus de points. Mais des fois aussi, il y a des fois le contre-coup dans la progression qui est normale finalement. Il ne faudra pas s'étonner, il ne faudra pas dire « Ah, mais il est nul » si tout d'un coup, il est un petit peu moins productif que l'année passée. Surtout qu'il y aura Suomela et Kuokkanen qui sont censés être 2 centres. Kuokkanen se voit plus comme un centre, il me l'a un peu expliqué, même s'il peut jouer les deux. Donc tu as déjà les postes de centre 1 et centre 2 qui sont pris par des joueurs étrangers. Ça fait un petit peu moins de place peut-être pour avoir du temps de glace à 5 contre 5, à voir en powerplay comment il sera développé. On parle de rookies qui ont surpris, allons devant le but. J'en ai une, qu'est-ce qui est plus probable ? Kevin Pache dispute plus de 40 matchs comme titulaire, ou Faton et Keller combinés plus de 15 comme titulaire. J'aurais tendance à dire Keller et Faton combinés plus de 15. J'ai de la peine à imaginer 40 matchs. C'est sur 52. Honnêtement, c'est du Reto Berra dans le texte, presque. Ou du Seteri Rubec, etc. Donner 40 matchs à Pache, je suis pas sûr que ce soit lui rendre service. Mais s'il est capable de disputer 40 matchs, alors c'est que vraiment Lausanne a découvert un titulaire en puissance. Il a 22 ans. Il aura 22 en février. Ouais. Donc quoi, t'es faillible sur les dates. ça fait plaisir. T'es humain, c'est beau. Et c'est chaud. Hein. Franchement, je trouve que d'imaginer 40 matchs pour lui, c'est pour ça que je suis pas sûr que Faton en fasse beaucoup, mais les deux combinés à plus de 15 pour moi. Et toi, Alessia ? Moi, j'aurais eu envie de dire Kevin Pache fait plus que 40. Mais de nouveau, on n'a pas vraiment... n'a pas trop de points de comparaison pour les deux autres. Enfin, c'est pas le match qu'ils ont joué chacun là pendant l'été. Je pense qu'il peut vraiment être un point de comparaison. Mais ouais, non, j'ai envie de dire Kevin Pache. Moi, je te rejoins. Je te rejoins aussi sur cet avis-là. Je vois bien Thibaut Faton ne pas faire trop long à Lausanne cette saison et gagner du temps de jeu ailleurs. Même si lui, pour le coup, à 22 aura 23 en novembre, c'est un gardien qui a un autre stade de sa carrière. Il a joué 4 matchs avec Lugano l'année passée. Ça ne s'est pas franchement bien passé à chaque fois. Il a besoin de se développer. Donc ça voudrait dire du coup que Keller en fait plus de 12, quelque chose comme ça. Là, on parle d'une situation où les 3 gardiens restent et qu'il n'y a pas d'autres, parce que je viendrai sur le sujet des étrangers dans un petit moment. Vu comme la question est posée par mes soins, donc je connais, c'est ma faute, mais vu comme elle est posée, je pense que Kevin Pache joue plus de 40 matchs. Il a aussi été sacrément mis en avant, notamment à la conférence de presse, quand je pose la question au nouveau président, de me dire les 3 joueurs qui l'ont le plus marqué. Son numéro 3, c'est quand même Kevin Pache. Alors il en prend volontairement un jeune il parle de l'avenir. Je pense qu'il y a des joueurs qui l'ont plus marqué, on va dire, dans l'histoire du Lausanne HC. Mais il le dit quand même, et c'est pas un hasard. Donc moi, je le vois bien jouer une 40aine de matchs. Et si c'est le cas, c'est une super nouvelle pour le Lausanne HC. Ça voudra dire qu'il a tenu la baraque et qu'il n'y a pas eu de soucis. D'ailleurs, Alessia, je commence par toi cette fois. Qu'est-ce qui est le plus probable ? Un gardien étranger débarque avant Noël ou un attaquant étranger débarque avant les playoffs ? Je me suis mis entre parenthèses, tu peux faire une blague Svoboda, parce qu'avant ça aurait été 2 gardiens et 3 attaquants qui seraient débarqués avant Noël. Là, on peut pas dire les deux.
Donc attends, un gardien avant Noël ou un attaquant avant les playoffs? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus Ah. probable? En vrai, j'ai envie de croire à la jeunesse, mais j'ai envie de dire un gardien étranger avant Noël. Et donc, ils seront sur le marché avec Genève, parce que je l'ai aussi posé concernant Genève. Ça va être la guerre lémanique pour les gardiens étrangers. Possible, ouais. Et toi, Jean-Fred? Le secteur offensif est quand même relativement bien rempli, surtout qu'on peut imaginer un raffle en 7e, et donc si jamais il y a un blessé. Donc la question posée comme ça, j'aurais tendance à dire aussi effectivement un gardien étranger avant Noël pour essayer d'éventuellement éteindre un feu, mais ce sera difficile, ouais. C'est vraiment une question, on pourra la ressortir. Question chiante, j'avoue, totalement. Oui, posé comme ça, je pense que ce qui est plus probable, c'est quand même un gardien étranger avant Noël, mais c'est pas non plus ce sur quoi je mettrais mon troisième pilier actuellement. J'ai l'impression, et moi je m'attends à une belle saison de Kevin Pash. C'est en tout cas la promesse faite la saison dernière est magnifique. Donc j'ai assez envie de croire en lui, donc je vois plus... Je suis comme toi, emprunté par ma propre question, c'est malin. Et si je te dis, est-ce que c'est probable de voir un retour de Connor Hughes à l'ADER? Est-ce que tu te dirais... J'ai posé la question à part ça à John Foust en disant, qu'en est-il du contrat finalement? Vu qu'il avait signé pour 2 saisons, est-ce que le fait de partir au Canada garde cette saison pour la suite? Et il m'a dit, non. Non, c'est jamais le cas. En tout cas, il ne me semble pas avoir eu de cas où ça a prolongé d'une année tacitement le contrat quand un joueur part comme ça. Par contre, Basile Samsonov, qui est parti au Canada, là, les 4 ans de contrat signés, de ce qu'il m'a dit, par contre, c'est toujours signé pour 4 ans, visiblement. D'accord. Donc, mais je pense que ça doit être différent au niveau des règles. Est-ce que c'est parce qu'il est prêté? Est-ce que c'est quelque chose comme ça, alors que Connor Hughes n'est pas prêté? Peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Un petit dernier? Un petit dernier. Attention, il faut être attentif. J'ai essayé d'être le plus simple possible, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui est le plus probable? Jannik Kuokkanen fait plus de points cette année que lorsqu'il était à Fribourg, ou les 2 défenseurs étrangers font plus de points que Joos et Pilot combinés? C'est assez simple. Maintenant, je mettrai un peu de contexte. Kuokkanen, c'est 31 points en 42 matchs à Fribourg, donc c'est 38 points extrapolés sur 52. On va prendre ça comme base. Joos et Pilot, c'est 49 points à eux deux, c'est 28 et 21. On a un souvenir quand même, parce que Pilot a fait une telle montée en puissance en play-off, Joos a baronné toute la saison, mais finalement ils ont que, je fais les guillemets avec les doigts, on va pas filmer pour ce genre de détails-là, mais je fais que 49 points à eux deux. Est-ce que Sklenitska et Bayreuther peuvent faire mieux que 49 points, ou Kuokkanen fera plus de points que ce qu'il avait fait à Fribourg? Je pense que Kuokkanen fait plus de points que ce qu'il a fait à Fribourg. Et les deux, entre les 2 propositions, je dirais ça. C'est possible que les 2 arrivent à dépasser, en fait, dans ce contexte-là. Mais moi, je partirais sur Kuokkanen, qui a l'air d'être bien en préparation. Il a l'habitude du championnat de Suisse quand même, malgré tout, grâce à sa saison. Une bonne saison à Malmö. Il a un ailier, ou en tout cas un coéquipier avec qui il a eu du succès l'année passée. Il est dans des très bonnes conditions. Donc, c'est clairement pas impossible de faire plus de 31 points. Ce serait même presque décevant s'il n'arrivait pas à faire... ce serait presque un flop, finalement, s'il n'arrivait pas à faire plus de points que ce qu'il avait fait à Fribourg par le passé. Et toi, Alessia? Moi, j'utilise mon joker pour celle-là. Allez, on valide. 38 points en 52 matchs, mine de rien, c'est pas mauvais comme total. Surtout si tu es dans une équipe où il y a une densité offensive qui est assez grande. On parle pas d'un club de bas de tableau, on va dire ça comme ça. Comme à Lausanne d'ailleurs, on se rappelait la saison passée, il y a pas mal de buteurs, à plus de 10 buts. Exactement. Et donc justement, il peut aussi avoir ça, justement, un aspect où tu dilues un petit peu la production offensive sur plusieurs joueurs. Et 38 points, tu serais 2e meilleur compteur du Lausanne HC la saison dernière, juste derrière Suomela qui finit à 41. Donc, c'est pas un acquis, à mon avis. Il faut pas prendre comme base tout étranger en dessous de 50 points nous a déçus. C'est pas tout à fait vrai.
Surtout, comme je le disais, avec une équipe où tu avais Ria 37, Fuchs 32, Rochette 30, Boson 28, Jäger 27, je parle que des attaquants là, Salomeki 25, Sekac 25. Il y avait énormément de joueurs qui étaient dans cette zone entre 20 et 40, ce qui fait qu'une saison à une quarantaine de points, dans ce contexte-là, c'est pas un acquis. Donc, moi, j'ai tendance à dire que les deux défenseurs, Bayreuther et Sklenicka, vont faire plus que 49 points combinés. Je me mets un tout petit bémol. Si un des deux ne joue pas 52 matchs parce qu'il est dans un tournus, on va extrapoler sur 52 quand même, parce qu'on n'est pas comme ça. Et juste pour dire, à part ça, ce qui est intéressant de dire, ouais, si un étranger met pas plus de 50 points, tu regardes juste l'année passée, il y en a que 3 qui font ça. Et il y en a 2, c'est 50 piles, c'est Spacek et Kaoun. Il y a Sorensen qui était qui touchait les étoiles, voilà, à 63, Turkov à 60, puis après c'est 50-50. Ouais. Puis après on a Michael Joly, etc. Mais même Stransky, 41 points en 51 matchs, dont 22 buts. Tu vois, tu avais l'air de dire 38 points en 52 matchs, c'était presque un peu... Ouais. Mais c'est vrai que quand tu remets dans ce contexte-là, je trouve que ça relativise aussi un petit peu. Complètement. Bon, Alessia, tu t'attends à quoi cette saison globalement? Ça, c'est pas un qu'est-ce qui est plus probable. Tu as été rassuré par ce que tu as vu et entendu depuis 2 semaines entre les matchs amicaux auxquels tu as assisté, la conférence de presse? Alors, est-ce que les matchs amicaux m'ont rassuré? Je ne sais pas. Mais de nouveau, c'est comme on disait avant, c'est difficile de juger quand c'est aussi des matchs que tu utilises peut-être pour faire un peu des tests. Mais en tout cas, je m'attends pas à une saison qui finit trop tôt. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite aussi. Mais je pense que ça va être une belle saison. Et puis aussi, pour aller à la patinoire, enfin là, ils ont annoncé 6200 abonnés à la Vaudoise Arena, 50% de plus que l'année passée. Donc bon, on en rigolait hier en disant que voilà, on sait qu'il y aura des matchs où de toute façon il y aura un peu moins parce que nous on rigolait pas, désolé. Parce que le jour de la semaine, etc. Mais je pense que ça aussi peut être un élément qui peut continuer de porter l'équipe. Et là, ça sera aussi le boulot des supporters finalement de garder cette énergie et puis de porter l'équipe. Ouais, je m'attends aussi à une saison peut-être un peu moins fast que la saison dernière, mais en même temps, comme on le disait au début de cet épisode, c'est l'exception finalement ce qui s'est passé. Je suis pas en train de dire par là que Lausanne ne peut pas retourner en finale, pas du tout. Lausanne peut tout à fait retourner en finale, mais je pense aussi qu'à certains moments il faut garder peut-être les attentes un peu plus réalistes. Moi, dans mes pronos d'avant-saison, je les ai pas encore faits, mais Lausanne ne sera pas dans les 2 premiers, donc théoriquement on n'est pas dans les finalistes potentiels de ce que je vois. En même temps, les pronostics... faut arrêter de dire qu'on fait tout le temps tout faux, c'est pas vrai. Des fois, on n'est pas si mal. Et l'année passée, mon classement, il était assez... Il y avait 2-3 trucs assez justes quand même. Mais je trouve aussi que des fois, les pronostics, on devrait pouvoir dire saison régulière, et puis après, c'est une autre saison qui commence. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 6 jours... Moi, je dirais que je crois que je les ai mis 3e, par exemple. Est-ce que je les vois répéter le titre ça va être difficile, etc. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu mets une équipe première de la saison régulière que ça veut forcément dire qu'elle va être championne. C'est sur 52 matchs. Puis après, voilà. Ça marche avec Zurich l'année passée où on savait tous qu'ils allaient faire premier de la saison et gagner le titre. Ça, c'est pas joué à grand-chose. Alessia, on peut t'écouter où durant cette saison? On peut m'écouter, moi, pas forcément, mais entendre en tout cas ce que je fais sur les après-matchs sur LFM. Dans vos voitures, sur vos radios, sur lfm.ch. Après chaque match, ou presque, il y a un compte-rendu, il y a des interviews, etc. Tu es la personne la plus au fait de l'actualité lausannoise. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette demi-heure. Merci Alessia. Et bonne saison. Mais oui, à bientôt à la patinoire. Ouais, j'avais promis la semaine passée qu'on parlerait du reste de la Ligue dans cet épisode numéro 3. C'est pas le cas, promesse non tenue. Mais ça viendra quand même. La semaine prochaine, on est en train de finaliser l'organisation avec les ministres que sont Geoffrey Vauclair et Roland Guay. Pour organiser le traditionnel épisode d'avant-saison. On en a
2-3 traditions qu'on aime bien dans ce podcast, c'est faire des listes, c'est parler avec des mots anglais, puis c'est citer Kaamelott, mais il y en a une 4e, c'est avoir Roland et Geoffrey à notre micro. Donc normalement, mercredi prochain, c'est de la traditionnelle capsule, ou plus qu'une capsule, c'est une grosse capsule. Livré. Voilà, avec nos 2 amis des Pécalistes. Donc d'ici là, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Si vous voulez qu'on parle d'un thème précis la semaine prochaine, on est à disposition. On peut essayer de l'évoquer si c'est pertinent le moment venu. Vous pouvez nous écouter comme d'habitude, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, etc. Et on est disponible sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc. pour répondre à vos questions. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.